j'ai vu en effet les grands bâtiments trapus et vitrés, des sortes de cages à mouches sans fin, dans lesquelles on discernait des hommes à remuer, mais remuer à peine, comme s'ils ne se débattaient plus que faiblement contre je ne sais quoi d'impossible. C'était ça, Ford? Et puis tout autour et au-dessus jusqu'au ciel un bruit lourd et multiple et sourd, de torrents d'appareils durs, l'entêtement des mécaniques à tourner, rouler, gémir, toujours prêts à casser et ne cassant jamais. C'est donc ici que je me suis dit, c'est pas excitant. C'était même pire que tout le reste. Je me suis approché de plus près, jusqu'à la porte où c'était écrit sur une ardoise qu'on demandait du monde. J'étais pas le seul à attendre. Un de ceux qui patientaient là m'a appris qu'il y était lui depuis 2 jours, et au même endroit encore. Il était venu de Yougoslavie, ce brebis, pour se faire embaucher. Un autre miteux m'a adressé la parole. Il venait bosser qu'il prétendait rien que pour son plaisir. Un maniaque, un bluffeur. Dans cette foule, presque personne ne parlait l'anglais. Ils s'épiaient entre eux comme des bêtes sans confiance, souvent battues. De leur masse montait l'odeur d'entrejambes urineux comme à l'hôpital. Quand ils vous parlaient, on évitait leur bouche, à cause que le dedans des pauvres sent déjà la mort. Il pleuvait sur notre petite foule. Les fils se tenaient comprimés sous les gouttières. C'est très compressible, les gens qui cherchent du boulot. Ce qu'ils trouvaient de bien chez Ford, que m'a expliqué le vieux russe aux confidences, c'est qu'on y a embauché n'importe qui et n'importe quoi. Seulement prends garde, qu'il a ajouté pour ma gouverne. Faut pas crâner chez lui, parce que si tu crânes, on te foutra à la porte en moins de 2, et tu seras remplacé en moins de 2 aussi par une des machines mécaniques qu'il a toujours prêtes, et t'auras le bonsoir alors pour y retourner. Et il parlait bien le parisien, ce russe, à cause qu'il avait été taxi pendant des années, et qu'on l'avait vidé après une affaire de cocaïne à Beson, et puis en fin de compte qu'il avait joué sa voiture aux Anzy avec un client à Biarritz, et qu'il avait perdu. C'était vrai, ce qu'il m'expliquait qu'on prenait n'importe qui chez Ford. Il n'avait pas menti. Je me méfiais quand même parce que les miteux ça délire facilement. Il y a un moment de la misère où l'esprit n'est plus déjà tout le temps avec le corps. Il s'y trouve vraiment trop mal. C'est déjà presque une âme qui vous parle. C'est pas responsable, une âme. À poil qu'on nous a mis pour commencer, bien entendu. La visite, ça se passait dans une sorte de laboratoire. Nous défilions lentement. « Vous êtes bien mal foutu », qu'a constaté l'infirmier, en me regardant d'abord. « Mais ça fait rien. » Et moi qui avais eu peur qu'il me refuse au boulot à cause des fièvres d'Afrique, rien qu'en s'en apercevant, si par hasard il me tâtait les foies. Mais au contraire, il semblait l'air bien content de trouver des moches et des infirmes dans notre arrivage. « Pour ce que vous ferez ici, ça n'a pas d'importance comment vous êtes foutu, » m'a rassuré le médecin examinateur tout de suite. « Tant mieux, » que j'ai répondu moi. « Mais vous savez, monsieur, j'ai de l'instruction, et même j'ai entrepris autrefois des études médicales. » Du coup, il m'a regardé avec un œil sale. J'ai senti que je venais de gaffer une fois de plus, et à mon détriment. « Ça ne vous servira à rien ici, vos études, mon garçon. Vous n'êtes pas venu ici pour penser, mais pour faire les gestes qu'on vous commandera d'exécuter. Nous n'avons pas besoin d'imaginatifs dans notre usine, c'est de chimpanzés dont nous avons besoin. Un conseil encore. Ne nous parlez plus jamais de votre intelligence. On pensera pour vous, mon ami. Tenez-vous-le pour dit. » Il avait raison de me prévenir. Valait mieux que je sache à quoi m'en tenir sur les habitudes de la maison. Des bêtises, j'en avais assez à mon actif, tel quel pour 10 ans au moins. Je tenais à passer désormais pour un petit peinard. Une fois rhabillés, nous fûmes répartis en files traînardes, par groupes hésitants, en renfort, vers ces endroits d'où nous arrivaient les fracas énormes de la mécanique. Tout tremblait dans l'immense édifice, et soi-même des pieds aux oreilles, possédé par le tremblement. Il en venait des vitres et du plancher et de la ferraille des secousses, vibraient de haut en bas. On en devenait machine aussi soi-même à force, et de toute sa viande encore, tremblotant dans ce bruit de rage énorme qui vous prenait le dedans et le tour de la tête, et plus bas vous agitant les tripes, et remontait aux yeux par petits coups précipités, infinis, inlassables. À mesure qu'on avançait, on les perdait, les compagnons. On leur faisait un petit sourire à ceux-là en les quittant, comme si tout ce qui se passait était bien gentil. On ne pouvait plus ni se parler, ni s'entendre. Il en restait à chaque fois 3 ou 4 autour d'une machine. On résiste tout de même. On a du mal à se dégoûter de sa substance. On voudrait bien arrêter tout ça pour qu'on y réfléchisse, et entendre en soi son cœur battre facilement. Mais ça ne se peut plus. Ça ne peut plus finir. Elle est en catastrophe, cette infinie boîte aux aciers. Et nous, on tourne dedans, et avec les machines, et avec la terre, tous ensemble.
et les 1000 roulettes et les pilons qui ne tombent jamais en même temps, avec des bruits qui s'écrasent les uns contre les autres, et certains si violents qu'ils déclenchent autour d'eux comme des espèces de silences qui vous font un peu de bien. Le petit wagon tortillard garni de quincailles se tracasse pour passer entre les outils. Qu'on se range, qu'on bondisse pour qu'il puisse démarrer encore un coup, le petit hystérique, et hop, il va frétiller plus loin ce fou clinquant parmi les courroies et volants, porter aux hommes leur ration de contrainte. Les ouvriers, penchés, soucieux de faire tout le plaisir possible aux machines, vous écœurent, à leur passer les boulons au calibre et des boulons encore, au lieu d'en finir une fois pour toutes, avec cette odeur d'huile, cette buée qui brûle les tympans et le dedans des oreilles par la gorge. C'est pas la honte qui leur fait baisser la tête. On cède au bruit comme on cède à la guerre. On se laisse aller aux machines avec les 3 idées qui restent, à vaciller tout en haut derrière le front de la tête. C'est fini. Partout ce qu'on regarde, tout ce que la main touche, c'est dur à présent. Et tout ce dont on arrive à se souvenir encore un peu est raidi aussi comme du fer, et n'a plus de goût dans la pensée. On est devenu salement vieux d'un seul coup. Il faut abolir la vie du dehors, en faire aussi d'elle de l'acier, quelque chose d'utile. On l'aimait pas assez telle qu'elle était, c'est pour ça. Faut en faire un objet donc, du solide. C'est la règle. J'essayais de lui parler au contremaître à l'oreille. Il a grogné comme un cochon en réponse, et par les gestes seulement il m'a montré, bien patient, la très simple manœuvre que je devais accomplir désormais pour toujours. Mes minutes, mes heures, mon reste de temps comme ceux d'ici s'en irait à passer des petites chevilles à l'aveugle d'à côté qui les calibrait, lui. Depuis des années, les chevilles, les mêmes. Moi, j'ai fait ça tout de suite très mal. On ne me blâma point. Seulement après 3 jours de ce labeur initial, je fus transféré, raté déjà, au trimbalage du petit chariot rempli de rondelles, celui qui cabotait d'une machine à l'autre. Là, j'en laissais 3, ici 12, là-bas 5 seulement. Personne ne me parlait. On n'existait plus que par une sorte d'hésitation entre l'hébétude et le délire. Rien n'importait que la continuité fracassante des 1000 et 1000 instruments qui commandaient les hommes. Quand à 6 heures tout s'arrête, on emporte le bruit dans sa tête. J'en avais encore moi pour la nuit entière de bruit et d'odeur à l'huile aussi, comme si on m'avait mis un nez nouveau, un cerveau nouveau pour toujours. Alors à force de renoncer, peu à peu, je suis devenu comme un autre, un nouveau Ferdinand. Après quelques semaines, tout de même l'envie de revoir des gens du dehors me revint, pas ceux de l'atelier bien sûr, ce n'étaient que des échos et des odeurs de machines comme moi, des viandes fibrées à l'infini, mes compagnons. C'était un vrai corps que je voulais toucher, un corps rose, en vraie vie silencieuse et molle. Je ne connaissais personne dans cette ville, et surtout pas de femme. Avec bien du mal, j'ai fini par recueillir l'adresse incertaine d'une maison, d'un bobinard clandestin, dans le quartier nord de la ville. J'allais me promener de ce côté quelques soirs de suite, après l'usine, en reconnaissance. Cette rue ressemblait à une autre, mais mieux tenue peut-être que celle que j'habitais. J'avais repéré le petit pavillon où ça se passait, entouré de jardins. Pour entrer, il fallait faire vite, afin que le cogne qui montait la garde près de la porte puisse ne rien avoir aperçu. Ce fut le premier endroit d'Amérique où je fus reçu sans brutalité, aimablement même, pour mes $5, et des belles jeunes femmes, charnues, tendues de santé et de force gracieuse, presque aussi belles après tout que celles du Love Calvin. Et puis celles-ci, au moins, on pouvait les toucher franchement. Je ne pus m'empêcher de devenir un habitué de cet endroit. Toute ma paye y passait. Il me fallait, le soir venu, les promiscuités érotiques de ces splendides accueillantes, pour me refaire une âme. Le cinéma ne me suffisait plus, antidote bénin, sans effet réel contre l'atrocité matérielle de l'usine. Il fallait recourir, pour durer encore, aux grands toniques débraillés, aux drastiques vitaux. On n'exigeait de moi que de faibles redevances dans cette maison, des arrangements d'amis, parce que je leur avais apporté de France, à ces dames, des petits trucs et des machins. Seulement le samedi soir, assez de petits trucs, le business battait son plein, et je laissais toute la place aux équipes de baseball, embordées, magnifiquement vigoureuses, costauds à qui le bonheur semblait venir aussi simplement que la respiration. Pendant qu'elles jouissaient, les équipes, mis en verve de mon côté, je rédigeais des petites nouvelles dans la cuisine, pour moi seul. L'enthousiasme de ces sportifs pour les créatures du lieu n'atteignait certes pas à la ferveur un peu impuissante du mien.
Ces athlètes tranquilles dans leur force étaient blasés sur le compte de la perfection physique. La beauté, c'est comme l'alcool ou le confort, on s'y habitue, on n'y fait plus attention. Ils venaient surtout, eux, au boxon pour la rigolade. Souvent, ils se battaient pour finir, énormément. La police arrivait alors en trombe et emportait le tout dans des petits camions. À l'égard d'une des jeunes femmes de l'endroit, Molly, j'éprouvais bientôt un exceptionnel sentiment de confiance qui, chez les êtres apeurés, tient lieu d'amour. Il me souvient encore comme si c'était hier de ses gentillesses, de ses jambes longues et blondes, et magnifiquement déliées et musclées, des jambes nobles. La véritable aristocratie humaine, on a beau dire, ce sont les jambes qui la confèrent, pas d'erreur. Nous devînmes intimes par le corps et par l'esprit, et nous allions ensemble nous promener en ville quelques heures chaque semaine. Elle possédait d'amples ressources, cette amie, puisqu'elle se faisait dans les $100 par jour en maison, tandis que moi, chez Ford, j'en gagnais à peine 6. L'amour qu'elle exécutait pour vivre ne la fatiguait guère. Les Américains font ça comme des oiseaux. Sur le soir, après avoir traîné mon petit chariot colporteur, je m'obligeais cependant à faire aimable figure pour la retrouver après dîner. Il faut être gai avec les femmes, tout au moins dans les débuts. Une grande envie vague me lancinait de lui proposer des choses, mais je n'avais plus la force. Elle comprenait bien le gâtisme industriel, Molly. Elle avait l'habitude des ouvriers. Un soir, comme ça, à propos de rien, elle m'a offert $50. Je la regardais d'abord. J'osais pas. Je pensais à ce que ma mère aurait dit dans un cas semblable. Et puis je me suis réfléchi que ma mère, la pauvre, ne m'en avait jamais offert autant. Pour faire plaisir à Molly, tout de suite, j'ai été acheter avec ces $, un beau complet beige pastel, 4-piece suit, comme c'était la mode au printemps de cette année-là. Jamais on ne m'avait vu arriver aussi pimpant au bobinard. La patronne fit marcher son gros phono, rien que pour m'apprendre à danser. Après ça, nous allâmes au cinéma avec Molly pour étraîner mon complet neuf. Elle me demandait en route si j'étais pas jaloux, parce que le complet me donnait l'air triste, et l'envie aussi de ne plus retourner à l'usine. Un complet neuf, ça vous bouleverse les idées. Elle l'embrassait, mon complet, à petits baisers passionnés, quand les gens ne nous regardaient pas. J'essayais de penser à autre chose. Cette Molly, tout de même, quelle femme. Quelle généreuse, quelle carnation, quelle plénitude de jeunesse, un festin de désir. Et je redevenais inquiet. Macro, que je me pensais. N'allez donc plus chez Ford, qu'elle me décourageait au surplus, Molly. Cherchez-vous plutôt un petit emploi dans un bureau. Comme traducteur, par exemple, c'est votre genre. Les livres, ça vous plaît. Elle me conseillait ainsi bien gentiment. Elle voulait que je sois heureux. Pour la première fois, un être humain s'intéressait à moi, du dedans, si j'ose le dire, à mon égoïsme, se mettait à ma place à moi, et pas seulement me jugeait de la sienne, comme tous les autres. Ah, si je l'avais rencontré plus tôt, Molly, quand il était encore temps de prendre une route au lieu d'une autre, avant de perdre mon enthousiasme sur cette garce de musine et sur cette petite fiente de Lola. Mais il était trop tard pour me refaire une jeunesse. J'y croyais plus. On devient rapidement vieux et de façon irrémédiable encore. On s'en aperçoit à la manière qu'on a prise d'aimer son malheur malgré soi. C'est la nature qui est plus forte que vous, voilà tout. Elle nous essaye dans un genre et on ne peut plus en sortir de ce genre-là. Moi, j'étais parti dans une direction d'inquiétude. On prend doucement son rôle et son destin au sérieux, sans s'en rendre bien compte, et puis quand on se retourne, il est bien trop tard pour en changer. On est devenu tout inquiet, et c'est entendu comme ça pour toujours. Elle essayait bien aimablement de me retenir auprès d'elle, Molly, de me dissuader. Elle passe aussi bien ici qu'en Europe, la vie, vous savez, Ferdinand. On ne sera pas malheureux ensemble. Et elle avait raison dans un sens. On placera nos économies, on s'achètera une maison de commerce, on sera comme tout le monde. Elle disait cela pour calmer mes scrupules. Des projets. Je lui donnais raison. J'avais même honte de tant de mal qu'elle se donnait pour me conserver. Je l'aimais bien, sûrement. Mais j'aimais encore mieux mon vice, cette envie de m'enfuir de partout, à la recherche de je ne sais quoi, par un sot orgueil sans doute, par conviction d'une espèce de supériorité. Je voulais éviter de la vexer, elle comprenait, et devançait mon souci. J'ai fini, tellement qu'elle était gentille, par lui avouer la manie qui me tracassait de foutre le camp de partout. Elle m'a écouté pendant des jours et des jours, à m'étaler et me raconter dégoûtamment, en train de me débattre parmi les fantasmes et les orgueils, et elle n'en fut pas impatientée, bien au contraire.
Elle essayait seulement de m'aider à vaincre cette vaine et niaise angoisse. Elle ne comprenait pas très bien où je voulais en venir avec mes divagations, mais elle me donnait raison quand même contre les fantômes, ou avec les fantômes, à mon choix. À force de douceur persuasive, sa bonté me devint familière et presque personnelle. Mais il me semblait que je commençais alors à tricher avec mon fameux destin, avec ma raison d'être, comme je l'appelais, et je cessai dès lors brusquement de lui raconter tout ce que je pensais. Je retournais tout seul en moi-même, bien content d'être encore plus malheureux qu'autrefois, parce que j'avais rapporté dans ma solitude une nouvelle façon de détresse, et quelque chose qui ressemblait à du vrai sentiment. Tout cela est banal. Mais Molly était dotée d'une patience angélique. Elle croyait justement dur comme fer aux vocations. Sa sœur cadette, par exemple, à l'université d'Arizona, avait attrapé la manie de photographier les oiseaux dans leur nid et les rapaces dans leur tanière. Alors pour qu'elle puisse continuer à suivre les cours bizarres de cette technique spéciale, Molly lui envoyait régulièrement, à sa sœur photographe, $50 par mois. Un cœur infini, vraiment, avec du vrai sublime dedans, qui peut se transformer en pognon, pas en chiquet comme le mien et tant d'autres. Pour ce qui me concernait, Molly ne demandait pas mieux que de s'intéresser pécuniairement à mon aventure vaseuse. Bien que je lui apparusse comme un garçon assez ahuri par moments, ma conviction lui semblait réelle et vraiment digne de ne pas être découragée. Elle m'engageait seulement à lui établir une sorte de petit bilan pour une pension budgétaire qu'elle voulait me constituer. Je ne pouvais me résoudre à accepter ce don. Un dernier relent de délicatesse m'empêchait d'escompter davantage, de spéculer encore sur cette nature vraiment trop spirituelle et trop gentille. C'est ainsi que je me mis délibérément en difficulté avec la Providence. Je fis même, honteux, à ce moment, quelques efforts encore pour retourner chez Ford. Petits héroïsmes sans suite, d'ailleurs. Je parvins tout juste devant la porte de l'usine, mais je demeurai figé à cet endroit liminaire, et la perspective de toutes ces machines qui m'attendaient en tournant anéantit en moi sans appel ces velléités travailleuses. Je me postai devant la grande vitre de la génératrice centrale, cette géante multiforme qui rugit en pompant et en refoulant je ne sais d'où, je ne sais quoi, par 1000 tuyaux luisants, intriqués et vicieux comme des lianes. Un matin que j'étais posté ainsi en contemplation baveuse, mon russe du taxi vint à passer. « Dis donc, il m'a dit, t'es balancé, coquin, il y a 3 semaines que t'es pas venu. Ils t'ont déjà remplacé par une mécanique. Je t'avais bien prévenu pourtant. » Comme ça, me suis-je dit alors, au moins c'est fini, il n'y a plus à y revenir. Et je suis reparti vers la cité. En rentrant, je suis repassé par le consulat, histoire de demander si on n'avait pas entendu parler des fois d'un Français nommé Robinson. « Sûr, bien sûr, qu'ils m'ont répondu les consuls. Il est même venu ici nous voir 2 fois, et il avait des faux papiers encore. La police le recherche d'ailleurs, vous le connaissez ?» J'ai pas insisté. Dès lors, je me suis attendu à le rencontrer à chaque instant, le Robinson. Je sentais que ça venait. Molly continuait à être tendre et bienveillante. Elle était même plus gentille encore qu'avant, depuis qu'elle était persuadée que je voulais m'en aller définitivement. Ça ne servait à rien d'être gentil avec moi. Avec Molly, nous parcourions souvent les environs de la ville, pendant ces après-midi de congé. Des petits tertres pelés, des bosquets de bouleaux autour de lacs minuscules, des gens à lire par-ci par-là, des magazines grisailles, sous le ciel tout lourd de nuages plombés. Nous évitions avec Molly les confidences compliquées, et puis elle était fixée. Elle était trop sincère pour avoir beaucoup de choses à dire à propos d'un chagrin. Ce qui se passait en dedans lui suffisait, dans son cœur. On s'embrassait. Mais je ne l'embrassais pas bien, comme j'aurais dû, à genoux en vérité. Toujours je pensais un peu à autre chose en même temps, à ne pas perdre du temps et de la tendresse, comme si je voulais tout garder pour je ne sais quoi de magnifique, de sublime, pour plus tard, mais pas pour Molly, et pas pour ça. Comme si la vie allait emporter, me cacher ce que je voulais savoir d'elle, de la vie au fond du noir, pendant que je perdrais de la ferveur à l'embrasser, Molly, et qu'alors j'en aurais plus assez, et que j'aurais tout perdu au bout du compte par manque de force, que la vie m'aurait trompé comme tous les autres. La vie, la vraie maîtresse des véritables hommes. Nous revenions vers la foule, et puis je la laissais devant sa maison, parce que la nuit elle était prise par la clientèle jusqu'au petit matin. Pendant qu'elle s'occupait avec les clients, j'avais tout de même de la peine, et cette peine me parlait d'elle si bien que je la sentais encore mieux avec moi que dans la réalité. J'entrais dans un cinéma pour passer le temps. À la sortie du cinéma, je montais dans un tramway par-ci par-là, et j'excursionnais dans la nuit.
Après 2 heures sonnées, montaient les voyageurs timides, d'une espèce qu'on ne rencontre guère avant ou après cette heure-là, si pâles toujours et somnolents, par paquets dociles, jusqu'au faubourg. Avec eux on allait loin, bien plus loin encore que les usines, vers les lotissements imprécis, les ruelles aux maisons indistinctes. Sur le pavé gluant des petites pluies d'aurore, le jour venait reluire en bleu. Mes compagnons du tram disparaissaient en même temps que leurs ombres. Ils fermaient leurs yeux sur le jour. Pour les faire parler, ces ombreux, on avait du mal, trop de fatigue. Ils ne se plaignaient pas, non. C'est eux qui nettoyaient pendant la nuit les boutiques, et encore des boutiques, et les bureaux de toute la ville, après la fermeture. Ils semblaient moins inquiets que nous autres, gens de la journée. Peut-être parce qu'ils étaient parvenus, eux, tout en bas des gens et des choses. Une de ces nuits-là, comme j'avais pris un autre tramway encore, et que c'était le terminus et qu'on descendait prudemment, il m'a semblé qu'on m'appelait par mon nom. « Ferdinand ! Hé, Ferdinand !» Ça faisait comme un scandale, forcément, dans cette pénombre. J'aimais pas ça. Au-dessus des toits, le ciel revenait déjà par petits paquets bien froids, découpés par les gouttières. Sûr qu'on m'appelait. En me retournant, je l'ai reconnu tout de suite, Léon. En chuchotant, il m'a retrouvé, et on s'est alors expliqué tous les deux. Lui aussi, il revenait de nettoyer un bureau avec les autres. C'est tout ce qu'il avait trouvé comme combine. Il marchait bien pondérément, avec un peu de véritable majesté, comme s'il venait d'accomplir des choses dangereuses et pour ainsi dire sacrées dans la ville. C'est le genre qu'ils prenaient d'ailleurs tous, ces nettoyeurs de nuit, je l'avais déjà remarqué. Dans la fatigue et la solitude, le divin, ça sort des hommes. Il en avait plein les yeux lui aussi quand il les ouvrait, bien plus grands que les yeux d'habitude, dans la pénombre bleuie où nous étions. Il avait déjà nettoyé lui aussi des étendues de lavabo à ne plus finir, et fait reluire des vraies montagnes d'étages et des étages de silence. Il a ajouté « Je t'ai reconnu tout de suite, Ferdinand, à la manière que t'es monté dans le tramway. Figure-toi, rien qu'à ta manière dont t'étais triste quand t'as trouvé qu'il n'y avait pas une femme. C'est-il pas vrai? C'est-il pas ton genre ?» C'était vrai que c'était mon genre. Décidément, j'avais une âme débraillée comme une braguette. Rien donc pour m'étonner dans cette juste observation. Mais ce qui m'a plutôt surpris, c'est que lui non plus, il n'avait pas réussi en Amérique. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Je lui ai parlé à lui du coup de la galère à Santa Peta, mais il comprenait pas ce que ça voulait dire. « T'as la fièvre ?» qu'il m'a répondu simplement. Lui, c'était par un cargo qu'il était arrivé. Il aurait bien essayé de se placer chez Ford, mais ses papiers, vraiment trop faux pour oser les montrer, l'arrêtaient. « C'est juste bon à avoir dans sa poche », qu'il remarquait. Pour les équipes du nettoyage, on n'était pas difficile sur l'état civil. On payait pas beaucoup non plus, mais on passait la main. C'était une espèce de légion étrangère de la nuit. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» qu'il m'a demandé alors. « T'es donc toujours cinglé? T'en as pas encore assez des trucs et des machins? T'en veux donc encore des voyages ?» Je veux rentrer en France, que je lui dis. J'en ai assez vu comme ça. T'as raison, ça va. « Tu fais mieux, » qu'il m'a répondu, « parce que pour nous les pommes sont cuites. On a vieilli sans s'en apercevoir, je sais ce que c'est. Je voudrais bien rentrer aussi, moi, mais c'est toujours les papiers. J'attendrai encore un peu pour m'en procurer des bons. On peut pas dire que c'est mauvais le boulot qu'on fait, il y a pire, mais j'apprends pas l'anglais. Depuis 30 ans dans le nettoyage, il y en a dans le même truc qui n'ont appris en tout que exit, à cause que c'est sur les portes qu'on astique, et puis lavatory. Tu comprends? Je comprenais. Si jamais Molly venait à me manquer, je serais bien forcé d'aller m'embaucher aussi, au boulot de la nuit. Il n'y a pas de raison pour que ça finisse. En somme, tant qu'on est à la guerre, on dit que ce sera mieux dans la paix, et puis on bouffe cet espoir-là comme si c'était du bonbon, et puis c'est rien quand même que de la merde. On n'ose pas le dire d'abord pour dégoûter personne, on est gentil somme toute, et puis un beau jour on finit quand même par casser le morceau devant tout le monde. On en a marre de se retourner dans la mouscaille, mais tout le monde trouve du coup qu'on est bien mal élevé, et c'est tout. À 2 ou 3 reprises après ça, on s'est donné rendez-vous avec Robinson. Il avait bien mauvaise mine. Un déserteur français qui fabriquait des liqueurs en fraude pour les coquins de Détroit lui avait cédé un petit coin dans son business. Ça le tentait, Robinson. J'en ferais bien un peu, moi aussi, du raidillon, pour leur sale gueule, qu'il me confiait. Mais vois-tu, j'ai perdu l'estomac. Je sens qu'au premier flic qui me travaille, je me dégonfle. J'en ai trop vu. Et puis en plus, j'ai tout le temps sommeil. Forcément, dormir le jour, c'est pas dormir. Sans compter la poussière des bureaux qu'on s'en remue plein les poumons. Tu te rends compte? Ça crève un homme. On s'est donné rendez-vous pour une autre nuit. Je suis retourné trouver Molly et je lui ai tout raconté. Elle me cachait la peine que je lui faisais,
Elle se donnait bien du mal, mais c'était pas difficile à voir quand même qu'elle en avait. Je l'embrassais plus souvent à présent, mais c'était du profond chagrin le sien, plus vrai que chez nous autres, parce qu'on a plutôt l'habitude, nous autres, d'en dire plus qu'il y en a. Chez les Américaines, c'est le contraire. On n'ose pas comprendre, l'admettre. C'est un peu humiliant, mais tout de même, c'est bien du chagrin. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la jalousie non plus, ni des scènes. C'est rien que de la vraie peine du cœur, et qu'il faut bien se dire que tout ça nous manque en dedans, et que pour le plaisir d'avoir du chagrin, on est sec. On a honte de ne pas être riche en cœur et en tout, et aussi d'avoir jugé quand même l'humanité plus basse qu'elle n'est vraiment au fond. De temps en temps, elle se laissait Molly entraîner tout de même à me faire un petit reproche, mais toujours en termes bien mesurés, bien aimables. « Vous êtes bien gentil, Ferdinand, » me disait-elle, « et je sais que vous faites des efforts pour ne pas devenir aussi méchant que les autres, seulement, je ne sais pas si vous savez bien ce que vous désirez au fond. Réfléchissez-y bien. Il faudra que vous trouviez à manger de retour là-bas, Ferdinand. Et ailleurs, vous ne pourrez plus vous promener comme ici, à rêvasser pendant des nuits et des nuits, comme vous aimez tant le faire, pendant que je travaille. Vous y avez pensé, Ferdinand ?» Dans un sens, elle avait 1000 fois raison, mais chacun sa nature. J'avais peur de la blesser, surtout qu'elle se blessait bien facilement. « Je vous assure que je vous aime bien, Molly, et je vous aimerai toujours, comme je peux, à ma façon. » Ma façon, c'était pas beaucoup. Elle était bien en chair pourtant, Molly, bien tentante, mais j'avais ce sale penchant aussi pour les fantômes. Peut-être pas tout à fait par ma faute. La vie vous force à rester beaucoup trop souvent avec les fantômes. « Vous êtes bien affectueux, Ferdinand, me rassurait-elle. Ne pleurez pas à mon sujet. Vous en êtes comme malade de votre désir d'en savoir toujours davantage. Voilà tout. Enfin, ça doit être votre chemin à vous, par là, tout seul. C'est le voyageur solitaire qui va le plus loin. Vous allez partir bientôt, alors ? » « Oui, je vais finir mes études en France. Et puis je reviendrai, » lui assurai-je avec culot. « Non, Ferdinand, vous ne reviendrez plus, et puis je ne serai plus ici non plus. » Elle n'était pas dupe. Le moment du départ arriva. Nous allâmes un soir vers la gare, un peu avant l'heure où elle rentrait à la maison. Dans la journée, j'avais été faire mes adieux à Robinson. Il n'était pas fier non plus que je le quitte. Je n'en finissais pas de quitter tout le monde. Sur le quai de la gare, comme nous attendions le train avec Molly, passèrent des hommes qui firent semblant de ne pas la reconnaître, mais ils chuchotaient des choses. « Vous voilà déjà loin, Ferdinand. Vous faites, n'est-ce pas, Ferdinand, exactement ce que vous avez bien envie de faire ? Voilà ce qui est important. C'est cela seulement qui compte. » Le train est entré en gare. Je n'étais plus très sûr de mon aventure quand j'ai vu la machine. Je l'ai embrassée, Molly, avec tout ce que j'avais encore de courage dans la carcasse. J'avais de la peine, de la vraie pour une fois, pour tout le monde, pour moi, pour elle, pour tous les hommes. C'est peut-être ça qu'on cherche à travers la vie. Rien que cela, le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Des années ont passé depuis ce départ, et puis des années encore. J'ai écrit souvent à Détroit, et puis ailleurs, à toutes les adresses dont je me souvenais, et où l'on pouvait la connaître, la suivre, Molly. Jamais je n'ai reçu de réponse. La maison est fermée à présent. C'est tout ce que j'ai pu savoir. Bonne, admirable Molly. Je veux, si elle peut encore me lire, d'un endroit que je ne connais pas, qu'elle sache bien que je n'ai pas changé pour elle, que je l'aime encore et toujours, à ma manière, qu'elle peut venir ici quand elle voudra partager mon pain et ma furtive destinée. Si elle n'est plus belle, eh bien tant pis, nous nous arrangerons. J'ai gardé tant de beauté d'elle en moi, si vivace, si chaude, que j'en ai bien pour tous les deux, et pour au moins 20 ans encore, le temps d'en finir. Pour la quitter, il m'a fallu certes bien de la folie et d'une sale et froide espèce. Tout de même, j'ai défendu mon âme jusqu'à présent, et si la mort demain venait me prendre, je ne serais, j'en suis certain, jamais tout à fait aussi froid, vilain, aussi lourd que les autres. Tant de gentillesse et de rêves Molly m'a fait cadeau dans le cours de ces quelques mois d'Amérique. C'est pas le tout d'être rentré de l'autre monde. On retrouve le fil des jours comme on l'a laissé traîner par ici, poisseux, précaire. Il vous attend. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy, d'où j'étais parti, et aux environs aussi.
à faire des petits métiers pour vivre du côté des Batignolles, paracomptable. Sous la pluie ou dans la chaleur des autos, juin venu, celle qui vous brûle la gorge et le fond du nez, presque comme chez Ford. Je la regardais passer et passer encore pour me distraire, les gens, filant vers leur théâtre ou le bois, le soir. Toujours plus ou moins seul pendant les heures libres, je mijotais avec des bouquins et des journaux, et puis aussi avec toutes les choses que j'avais vues. Mes études une fois reprises, les examens je les ai franchis, AU, ADIA, tout en gagnant ma croûte. Elle est bien défendue la science, je vous le dis, la faculté. C'est une armoire bien fermée. Des pots en masse, peu de confiture. Quand j'ai eu tout de même terminé mes 5 ou 6 années de tribulation académique, je l'avais mon titre, bien ronflant. Alors j'ai été m'accrocher en banlieue, mon genre, à la Garenne Rancy, là, dès qu'on sort de Paris, tout de suite après la porte Brancion. Je n'avais pas de prétention, moi, ni d'ambition non plus, rien que seulement l'envie de souffler un peu et de mieux bouffer un peu. Ayant posé ma plaque à ma porte, j'attendis. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque, soupçonneux. Ils ont même été demandés au commissariat de police si j'étais bien un vrai médecin. Oui, qu'on leur a répondu. Il a déposé son diplôme, c'en est un. Alors il fut répété dans tout Rancy qu'il venait de s'installer un vrai médecin en plus des autres. Il gagnera pas son beefsteak, a prédit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà bien trop des médecins par ici. Et c'était exactement observé. En banlieue, c'est surtout par les tramways que la vie vous arrive le matin. Il en passait des pleins paquets avec des pleines bordées d'ahuriques brinque-ballants, dès le petit jour, par le boulevard Minotaure, qui descendait vers le boulot. Les jeunes semblaient même comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marchepied, c'est mignon, en rigolant. Faut voir ça. Mais quand on connaît depuis 20 ans la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale qu'on la prend toujours pour les chiottes, l'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses, et avec Rancy en particulier. On se rend alors compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont, plates façades. Leur cœur est au propriétaire. Lui, on le voit jamais. Il n'oserait pas se montrer. Il envoie son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable, le proprio, quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit. Du jus de fumée qui trempe la plaine depuis le Valois. Un rebut de bâtisses tenues par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes. Ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Faut avoir le courage des crabes aussi à Rancy. Surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway, voici le pont poisseux qui se lance au-dessus de la Seine. Ce gros égout qui montre tout. Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur les tas pour faire pipi. Les hommes, ça les rend méditatifs de se sentir devant l'eau qui passe. Ils urinent avec un sentiment d'éternité, comme des marins. Les femmes, ça ne médite jamais. Scène ou pas. Au matin, donc, le tramway emporte sa foule se faire comprimer dans le métro. On dirait aller voir tous s'enfuir de ce côté-là, qu'il leur est arrivé une catastrophe du côté d'Argenteuil, que c'est leur pays qui brûle. Après chaque aurore, ça les prend. Ils s'accrochent par grappes aux portières, aux rambardes. Grande déroute. C'est pourtant qu'un patron qu'ils vont chercher dans Paris. Celui qui vous sauve de crever de faim. Ils ont énormément peur de le perdre, les lâches. Il vous l'a fait transpirer pourtant, sa pitance. On en pue pendant 10 ans, 20 ans, et davantage. C'est pas donné. Et on s'engueule dans le tramway déjà, un bon coup pour se faire la bouche. Les femmes sont plus râleuses encore que des moutards. Pour un billet en resquille, elles feraient stopper toute la ligne. C'est vrai qu'il y en a déjà qui sont saoules parmi les passagères. Surtout celles qui descendent au marché vers Saint-Ouen, les demi-bourgeoises. Combien les carottes? Qu'elles demandent, bien avant d'y arriver, pour faire voir qu'elles ont de quoi. Comprimées comme des ordures qu'on est dans la caisse en fer, on traverse tout Rancy, et on odore ferme en même temps, surtout quand c'est l'été. Aux fortifications, on se menace, on gueule un dernier coup, et puis on se perd de vue, le métro avale tout, c'est tout, les complets détrempés, les robes découragées, bas de soie, les métrites, et les pieds sales comme des chaussettes, cols inusables et raides comme des termes, avortements en cours, glorieux de la guerre, tout ça dégouline par l'escalier au coltard efféniqué, et jusqu'au bout noir, avec le billet de retour qui coûte autant à lui tout seul que 2 petits pains. La lente angoisse du renvoi sans musique, toujours si près des retardataires, avec un certificat sec, quand le patron voudra réduire ses frais généraux.
Souvenir de crise, à fleur de peau, de la dernière fois sans place, de tous les intransigeants qu'il a fallu lire, 5 sous, des attentes à chercher du boulot. Ces mémoires vous étranglent un homme, tout enroulé qu'il puisse être dans son par-dessus toute saison. La ville cache tant qu'elle peut ses foules de pieds sales dans ses longs égouts électriques. Ils ne reviendront à la surface que le dimanche. Alors, quand ils seront dehors, faudra pas se montrer. Un seul dimanche à les voir se distraire, ça suffirait pour vous enlever à toujours le goût de la rigolade. Autour du métro, près des bastions, croustille, endémique, l'odeur des guerres qui traînent, des relents de villages mi-brûlés, mal cuits, des révolutions qui avortent, des commerces en faillite. Les chiffonniers de la zone brûlent depuis des saisons les mêmes petits tas humides, dans les fossés à contrevent. C'est des barbares à la manque, ces biffins pleins de litrons et de fatigue. Ils vont tousser au dispensaire d'à côté, au lieu de balancer les tramways dans les glacis, et d'aller pisser dans l'octroi un bon coup. Plus de sang. Pas d'histoire. Quand la guerre elle reviendra, la prochaine, ils feront encore une fois fortune à vendre des pots de rats, de la cocaïne, et des masques en tôle ondulée. Moi, je m'étais trouvé pour la pratique un petit appartement au bord de la zone, d'où j'apercevais bien les glacis et l'ouvrier toujours qui est dessus, à regarder rien, avec son bras dans un gros coton blanc, blessé du travail, qui sait plus quoi faire et quoi penser, et qui n'a pas assez pour aller boire et se remplir la conscience. Molly avait eu bien raison, je commençais à la comprendre. Les études, ça vous change, ça fait l'orgueil d'un homme. Il faut bien passer par là pour entrer dans le fond de la vie. Avant, on tourne autour seulement. On se prend pour un affranchi, mais on bute dans des riens. On rêve de trop, on glisse sur tous les mots. Ça n'est pas ça. Ce n'est rien que des intentions, des apparences. Faut autre chose au résolu. Avec la médecine, moi, pas très doué, tout de même, je m'étais bien rapproché des hommes, des bêtes, de tout. Maintenant, il n'y avait plus qu'à y aller carrément, dans le tas. La mort court après vous. Faut se dépêcher. Il faut manger aussi pendant qu'on cherche. Et puis passer en dessous la guerre, par-dessus le marché. Ça fait bien des choses à accomplir. C'est pas commode. En attendant, quant aux malades, il n'en venait pas Bézef. Faut le temps de démarrer, qu'on me disait pour me rassurer. Le malade, pour l'instant, c'était surtout moi. Y a guère plus lamentable que la garenne rancie, trouvai-je, quand on n'a pas de clients. On peut le dire. Faudrait pas penser dans ces endroits-là. Et moi, qui y étais venu justement pour penser tranquille, et de l'autre bout de la terre encore, je tombais bien, petit orgueilleux. C'est venu sur moi noir et lourd. Il n'y avait pas de quoi rire, et puis ça m'a plus lâché. Un cerveau, c'est tyran comme y a pas. En bas de chez moi demeurait Bézin, le petit brocanteur qui me disait toujours quand je m'arrêtais devant chez lui, « Faut choisir, docteur, jouer aux courses ou bien prendre l'apéritif, c'est l'un ou l'autre, on peut pas tout faire. Moi, c'est l'apéro que je préfère, j'aime pas le jeu. » Pour lui, celui d'apéritif qu'il préférait, c'était la gentiane cassis. Pas méchant d'habitude, et puis après du piccolo, pas très gentil. Quand il allait au ravitaillement à la foire aux puces, il restait des 3 jours dehors, en expédition, comme il appelait ça. On le ramenait, alors il prophétisait. « L'avenir, je vois comment qui sera. Ça sera comme une partouze qui n'en finira plus. Et avec du cinéma entre. Y a qu'à voir comment que c'est déjà. » Il voyait même plus loin encore dans ces cas-là. « Je vois aussi qu'ils boiront plus. Je suis le dernier, moi, qui bois dans l'avenir. Faut que je me dépêche. Je connais mon vice. » Tout le monde toussait dans ma rue. Ça occupe. Pour voir le soleil, faut monter au moins jusqu'au Sacré-Cœur à cause des fumées. De là, alors, c'est un beau point de vue. On se rend bien compte que dans le fond de la plaine, c'était nous, et les maisons où on demeurait. Mais quand on les cherche en détail, on les retrouve pas. Même la sienne, tellement que c'est laid, et pareillement laid tout ce qu'on voit. Plus au fond encore, c'est toujours la Seine à circuler comme un grand glaire en zigzag d'un pont à l'autre. Quand on habite Rancy, on se rend même plus compte qu'on est devenu triste. On n'a plus envie de faire grand-chose, voilà tout. À force de faire des économies sur tout, à cause de tout, toutes les envies vous sont passées. Pendant des mois, j'ai emprunté de l'argent par-ci et par-là. Les gens étaient si pauvres et si méfiants dans mon quartier qu'il fallait qu'il fasse nuit pour qu'ils se décident à me faire venir, moi, le médecin pas cher pourtant. J'en ai parcouru ainsi des nuits et des nuits à chercher des 10 francs et des 15 à travers les courettes sans lune. Au matin, la rue devenait comme un grand tambour de tapis battu. Ce matin-là, j'ai rencontré Bébert sur le trottoir. Il gardait la loge de sa tante partie dehors aux commissions.
Lui aussi soulevait un nuage du trottoir avec un balai. Bébert. Qui ne ferait pas sa poussière dans ces endroits-là, sur les 7 heures, passerait pour un fameux cochon.